Eh bien, je m'appelle Dominique Fourmont, j'habite à Herbray, en Ille-et-Vilaine, à côté de Vitré. Mon parcours, je suis né dans une ferme, dans le nord Mayenne. J'ai vécu beaucoup, toujours dans l'agriculture. J'ai fait aussi des études agricoles, un BTS agricole, et puis un certificat de spécialisation en agriculture biologique en 88 peut-être, quelque chose comme ça. Et je me suis installé ensuite en 1993, tout d'abord seul, et puis ensuite Odette, ma femme, m'a rejoint sur la ferme. C'est à ce moment-là qu'on a commencé des légumes, donc dans les années 2000. Voilà. Et au début, je n'avais que les vaches laitières pour la ferme. Au fur et à mesure des années qui ont passé, on a augmenté la partie légumes, elle est devenue plus importante. Aujourd'hui, elle représente 5 hectares sur 35 hectares de la ferme au total. Ce qui représente quand même quelque chose, autant en chiffre d'affaires qu'en temps de travail, mais qui se complète ou qui s'harmonise bien avec le reste des pâturages et les vaches. Oui, alors oui, effectivement, on n'est pas du tout en irrigué, sauf dans la serre de tomates, où forcément dans une serre on est obligé d'irriguer, mais autrement dehors c'est sans irrigation. Oui. C'est à la fois un challenge qu'on s'est mis dans ces années-là, au début dans les années 2000, parce que ça nous paraissait logique, et puis en même temps aujourd'hui c'est on va dire un défi quelque part, parce que c'est vrai que les années qui se suivent au fur et à mesure du temps qui passe sont de plus en plus difficiles tout de même à affronter, et en fait on est content d'avoir mis ça en place, parce qu'au fur et à mesure de ces 20 dernières années on a mis en place différents protocoles qui nous permettent d'appréhender plus sereinement un maraîchage sans irrigation. Pas suffisamment, on n'a pas tout. On les radis 10 bottes, s'il les trouve. 5, 6, allez. Il y a 5 pour aujourd'hui. 7 bottes parce que c'est un beau chiffre. Elle est prise là ou dans la serre? Dans la serre, dans la serre plutôt, ouais. Alors, je te veux du café? C'est ça. Eh bien, c'est simple, en fait, un organisme agricole, c'est un organisme où il y a de tout. Comme un organisme humain, on est composé de sang, on est composé de cellules, on est composé d'organes qui sont essentiels, qui sont le cœur, le foie, le pancréas, la rate, l'estomac, que sais-je, l'intestin qui est formidable, et puis la tête aussi, forcément, qui représente quelque chose d'important. Piccolo. On y va. Allez, Piccolo. Allez. Allez, Piccolo, nous voilà. Allez, on y va. L'organisme agricole, il y a un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'on
On a la terre qui est essentielle hein, dans notre histoire, on a tous les micro-organismes qui vivent là-dedans, hein, qu'on ne soupçonne pas parce qu'on est rarement à quatre pattes en train de regarder ce qui se passe. Aussi toutes les plantes qui sont dessus, qui y vivent et qui donnent à manger forcément à tous les animaux, qui sont quels qu'ils soient d'ailleurs, qu'ils soient sauvages ou domestiques, et qui se terminent par l'homme, qui est ici, qui vit parmi cette faune et cette flore. Ah bah dis donc. Ça fait fier hein. Par là. Future femelle de la ferme. Un gros sujet de la race normande. Hein. Des lunettes comme on veut. On dit un coup de poing entre les deux yeux là, parce que c'est souvent creusé là. Des têtes normandes. Quand on regarde ces jarrets, tu vois, c'est tout le même pile-poil en face. Il y a de fortes chances que en matière protéine, il soit pas mal celle-là. T'arrives à déterminer la qualité de la vache en fonction de sa morphologie. Oui, il y a plein de critères qui nous sont donnés qui sont formidables. Ouais, vraiment. Oui, Roméo, on te laisse avec ta belle, il n'y a pas de problème, mon fils. Oui, mon fils. Eh bien, dans ces acteurs-là, ce qu'on a vu un petit peu tout de suite là, dans leurs fonctions, elles sont très complémentaires les unes aux autres. C'est ça qu'il faut comprendre en fait. C'est que s'il y en a un qui va bien, alors on a de fortes chances que le reste aille bien. Et l'inverse est le vrai aussi. Et donc du coup, c'est vrai qu'il faut prêter attention à l'ensemble de tous ces acteurs-là pour que ça roule en fait. On peut dire que si l'homme va pas bien, en fait l'ensemble risque d'en pâtir. D'accord? C'est aussi simple que ça. Et puis on peut dire aussi que si on intègre des animaux dans un organisme qui, eux, ne sont pas bien, ne sont malades, que sais-je, eh bien effectivement l'ensemble de l'organisme aussi va en pâtir. Hein, c'est toujours la même chose. Si on met des plantes aussi qui ne sont pas issues du milieu, bah, ça va modifier forcément l'histoire. Si on amène des micro-organismes qui sont issus d'ailleurs, de laboratoires ou que sais-je, forcément les micro-organismes indigènes, eux, vont avoir du mal aussi. Voilà, donc il y a un impact qui est fort, et une interaction qui est forte entre tout ce petit monde-là, c'est évident. Faites un peu, je sais pas, les scouts je connais pas. Je connais pas ce travail, je devrais faire. Alors fais-moi voir la liste, qu'est-ce qu'on va lui donner à cette camarade-là? Qu'est-ce qu'il pourrait bien nous faire? Un cajot de feuilles de chêne rouge et après je mélange. Je pense qu'à mon avis tu n'as que des feuilles de chêne rouges, blondes et puis la Batavia c'est tout. Ouais. A priori. C'est ça. Oui, je sais pas, il pourrait faire les oignons jaunes. Hein? Oui. Ça va l'occuper. Hein? Okay. Allez, on y va. On laisse les fans. Oui. Ouais. Ok. Tu veux que je te montre ça? Je vais te montrer ça, oui. Ouais. Hein, c'est peut-être pas mal ça. Hein? Ça marche. Ça marche. Attention, ça va faire du bruit. Oui, c'est évident. Lui, il s'en fout. J'en mets 4 dans les box. Ah, c'est ça, comme il est fauché hyper tôt, t'as une herbe. Donc c'était quoi? Après les grappes, tu mets 3 feuilles, tu coupes. Ouais. Et là, persil, draco, citronnelle, radis, y'a rien. Et... Bon bah voilà, je vais faire. Allez, tous dans la benne.
Oui, bien sûr qu'il y a un lien entre tous ces acteurs. Il faut comprendre une chose, c'est que si on va avoir du topin sur les carottes ou des pommes de terre, alors on va avoir aussi des strongles sur les bêtes, sur les animaux. Et c'est assez étonnant comment le parasitisme, si on parle de celui-là, hein, parce que c'est celui que les éleveurs et puis les maraîchers, ils voient le plus, parce que ça embête des cultures, forcément, ça les impacte fortement, et puis et comment faire avec ça, quoi, on est toujours dépourvu. Mais là, il y a un lien qui est très fort, quoi. Forcément, et entre le sol qui va produire, on va dire, des parasites tels que le topin, hein, ou les tipules, eh bien, chez les animaux, on va l'avoir, et y compris chez l'homme derrière. C'est assez mathématique, ces histoires-là, quoi. Donc forcément, on ne peut que les voir, en fait. Ça ne peut que se transmettre. On peut avoir du mal à percevoir entre un déséquilibre microbien, hein, si on a trop de bactéries anaérobies par exemple, et derrière qu'est-ce qui se passe, quoi. En fait on va trouver quelque chose qui va être plus proche de la non-vie, donc du coup quelque chose qui va s'éteindre en fait. Je peux prendre un autre exemple qui est bien, c'est celui de la courge. 2005 chez nous, une parcelle de courge dans le champ des bourgeons, magnifique. On la sème, ça tout lève nickel, tout bien, c'est semi-direct. Et arrive le mois de juin, juillet, les premières chaleurs. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Les feuilles n'étaient pas vertes normales, et elles étaient vertes, jaunes et noires. C'est ce qu'on appelle le virus de la mosaïque. Les maraîchers connaissent. Hein, donc c'est embêtant parce que ce virus-là, c'est un virus. On est bien d'accord, hein, on est dans le monde quand même microbien encore, hein, dans quelque chose qui est tout proche, en tout cas qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas. Et ce virus-là s'est développé et s'est étendu sur toute la parcelle. Quand on a vu ça, avec Odette, on s'est dit « Oh, mais c'est magnifique, c'est beau !» En fait, on trouvait ça joli. C'est ça qui est fou, quoi. Tu dis, mais on était complètement cons, hein, dans l'histoire. Excuse-moi, je ne sais pas si le terme est approprié, mais en fait, c'est impactant pour la production. C'est parce que s'il y a virus sur les feuilles, ça veut dire effectivement, il y a aussi sur les fleurs, et il n'y a pas de fleurs, donc pas de fruits. Donc production minable. Et celui-là, en fait, il est bien là, il répond aussi à une demande de la plante. Et en fait, il vient un petit peu comme s'il allait, mettre du fruit dans la feuille, en fait. C'est un petit peu ça, il vient avant. Hein, avant le fruit, c'est-à-dire qu'il combat, on va dire, tous les micro-organismes qui sont dans la terre, hein, qui étaient beaucoup d'anaérobies, beaucoup de coliformes, etc., qui font que, en fait, on ne pouvait pas avoir de fruits. Et le virus vient pour ça, en fait. C'est ça qui est fou, quoi. Donc il y a bien des liens qui sont forts, qui se créent entre les uns et les autres. C'est évident, quoi. Hein. De la même manière que un animal qui va être mal nourri, ou parce que l'équilibre de la ration n'est pas bon, ou parce que l'équilibre microbien n'est pas bon dans la ration, eh bien en fait l'animal va tout faire pour avoir un bon lait, certes, mais la bouse qu'il va sortir va être la même chose que ce qu'il va recevoir comme alimentation. Et là du coup, cette bouse-là va être aussi très impactante dans les composts. Et on va avoir du mal à faire des bons composts. Et du coup, le bon compost ou le mauvais compost qu'on va mettre sur la terre, eh ben, ça revient et on fait un cercle vicieux, en fait, hein, dans toute cette histoire qui fait que ça peut se détériorer d'année en année, si on n'y prête pas garde. Donc quelle importance on peut accorder aux éléments microbiens et comment? En fait, en agriculture, il y a deux endroits où on peut intervenir fortement. C'est l'alimentation des animaux et le compostage. L'alimentation des animaux, on va dire que tous les agriculteurs y portent attention, bien sûr, hein, parce qu'il y a eu beaucoup d'avancées sur le plan technique, entre les apports du FL, hein, ce qu'on appelle l'énergie, et puis les PDI, donc l'azote. Hein, ça, on sait faire, on sait mesurer, on sait quantifier, certes. Hein, on essaye de le faire au mieux, en tout cas. Mais il y a l'autre apport qu'on ne fait pas attention, c'est sur l'aspect microbe. Effectivement, on peut avoir une ration qui est très bien calée, mais si dedans, beaucoup de mycotoxines par exemple qui sont dans les céréales, alors là on va impacter fortement la digestion de l'animal et il va falloir qu'il combatte ça. Donc lui, pour combattre la mycotoxine, souvent ça va être le parasitisme qui va venir.
Hein, et donc du coup, y a toutes sortes de parasites qui existent chez l'animal, hein, qui peuvent l'aider en fait à combattre ces mycotoxines, quoi. Mais de ce fait-là, on va retrouver ça dans ces bouses. Et le deuxième point, qui est important, qui là du coup est beaucoup moins présent dans toutes les fermes, c'est le compostage. Et c'est pourtant un point essentiel sur lequel on peut intervenir en tant qu'agriculteur. C'est celui-là, souvent il est laissé parce qu'on ne sait pas faire. Et aussi parce qu'il y a très peu de conseillers qui existent, en France ou en Europe ou dans le monde d'ailleurs, pour aider à comprendre ces processus. Or, ils sont à un point où notre action en tant qu'agriculteur, elle peut être forte. Et on peut limiter effectivement des orientations microbiennes sauvages. Quand je dis sauvage, c'est-à-dire que quand on laisse un tas pauvre, qu'on baigne ça dans le milieu du champ, puis on le laisse comme ça faire ce qu'il peut, eh bien, il y a de fortes chances qu'il y a des zones qui vont être belles, mais la plupart vont avoir un développement anarchique. Et là, il faut essayer d'y remédier. Aujourd'hui, on a les moyens de faire ça. On a des analyses qui peuvent nous aider à maîtriser, à regarder qu'est-ce qui peut se passer. Et puis on a quelques techniques tout de même, hein, qui aident les éleveurs à faire en sorte que ça se passe mieux, quoi. Il y a aussi des machines qui existent, qui permettent effectivement aussi de passer moins de temps. Hein, c'est ce qu'on appelle des composteuses. Mais on peut s'en passer de la composteuse aussi, on peut faire aussi avec le godet du tracteur pour pousser, hein, mais en tout cas il y a des moyens qui existent aujourd'hui qui nous permettent d'appréhender cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le compost en fait c'est une fermentation qu'on suit, qu'on regarde, sur laquelle on peut agir, que ce soit dans les retournements, que ce soit dans le paillage si on paille, dans une bâche si on met une bâche, à quel moment il faut l'enlever, parce qu'il y a des moments où il faut l'enlever parce qu'elle devient néfaste au processus de compostage et d'humification, hein, et de bien comprendre effectivement dans tous ces processus de compostage que c'est pas parce qu'on va passer la composteuse 2 fois et puis qu'on se dit voilà, au bout de 3 mois il est bon. Non. C'est pas suffisant en fait, il faut aller plus loin dans ces processus pour être sûr que sur le plan microbien, on aille sur quelque chose, on pourrait dire de sage, c'est-à-dire quelque chose qui soit apaisé. Hein, parce qu'un compost qui est mis trop jeune, ça va être un fromage qui va être trop frais aussi, et du coup, si on ne va pas plus loin, on ne sait pas ce qui se passe. Il peut y avoir des comportements anarchiques aussi. Donc, d'où l'importance effectivement de maîtriser l'ensemble des processus jusqu'au bout. Et quand je dis jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au verre. Hein, et quand le verre du compost arrive, alors là, oui, on peut dire qu'on arrive à quelque chose qui est plus assagi. Hein, et là, on peut se dire qu'on a sans doute un compost qui va donner vraiment vie à la terre. Hein, c'est vraiment important ça. J'ai vu nombre d'agriculteurs qui viennent m'aider, parce qu'il y a des gens qui viennent m'aider, des voisins qui sont en conventionnel et qui viennent m'aider pour, parce que moi je vais chez eux, et pour faire le compost, ils disent regarde, là c'est tout rouge. Ah, mais ils viennent d'où? Tu les achètes tous tes verres? Je ne les achète pas mes verres, ils viennent tout seuls. Et c'est ça qui est fabuleux en fait, voilà. Mais c'est comment on arrive à ça en fait. Hein. Et ça, il y a moyen en fait, mais il ne faut pas désespérer dans cette histoire, il faut prendre le temps. Tout simplement, de regarder et de suivre cette fermentation comme on suivrait une fermentation d'un pain, hein, d'un levain, d'un fromage. C'est un petit peu les mêmes choses en fait qui se passent. C'est marrant, hein? Alors, ce qui est intéressant avec la microbiologie, c'est qu'elle nous permet de mettre des chiffres en fait. Dans ce côté scientifique que dans notre monde on adore, et ça nous permet de mieux comprendre, mieux visualiser tout ce monde qu'on ne connaît pas ou peu.
surtout quand on est paysan, on a affaire tout le temps à ce monde microbien sans pouvoir y mettre des mots, sans pouvoir comprendre ce qui se passe. Et en faisant ces analyses, ça nous permet vraiment de comprendre, de voir où en sont effectivement, on va dire, ces différents éléments, des éléments lactiques ou des pathogènes ou simplement des moisissures des levures. Où est-ce qu'on en est, même si concrètement, en fait, on le voit. Même si concrètement, dans notre palais qui, lui, est un véritable laboratoire dont on ne peut se passer et dont, notamment en France et ailleurs, mais on a un palais qu'on aime bien valoriser. Et celui-là, il faut l'utiliser au maximum, en fait, parce que lui, il est sans doute la clé qui nous permet de dire « Oh, celui-là, ça goûte bizarre, hein, quelque chose qui est passé, on l'a tout de suite en bouche. Hein, une soupe qui a un petit peu tourné, forcément on l'a en bouche. Donc ça va être pareil, on peut sentir très vite une moisissure chez un fromage, très rapidement. Moi je suis capable de déterminer si il y a eu des moisissures sur l'ensilage d'herbe d'un fromage, d'un camembert qui a été fait. Je le sens, parce que je sais que les ensilages d'herbe, comment c'est fait, et je suis capable de sentir ça. Tu vois, donc du coup, j'ai pas besoin d'analyse microbiologique en termes. On l'a en nous, mais ça nous permet de mettre des chiffres et d'y voir plus clair aussi, parce qu'on n'a pas toujours non plus cette finesse de dégustation, ou tout au moins on ne l'a pas encore développé assez. Voilà. Puis après il y a quand même des affaires cachées, on va dire, hein, sur le staphylocoque où ça peut être embêtant parce que tu ne l'as pas forcément en bouche, mais on va l'avoir après, hein, dans la digestion, où on peut avoir des répercussions sur l'organisme humain. Et là du coup c'est bien si on a une idée de ce qu'il retourne en réalité, quoi. Ça, pour ça, je pense que c'est intéressant. Et c'est intéressant aussi, cette analyse microbienne, quand on la suit d'année en année, et au fur et à mesure, on voit un petit peu qu'est-ce qui se passe. C'est-à-dire que s'il y a de la moisissure dans la bouse, on va la retrouver dans le sol ou dans les légumes, de la même manière. Et donc, c'est ça qu'il faut piger, en fait. C'est que si c'est un staph, on va le retrouver aussi. Donc voilà. Non, je ne vais pas la peine de passer. Hein. Hop, on revient. Tu vois le truc ? Ok. Ceci étant, on a l'œil aussi en tant que paysan pour se dire, voilà, mes bouses elles sont comme ça, sans doute ça va pas être terrible dans le compost derrière. Donc il faut peut-être aménager et voir comment on peut composter de meilleure manière pour que ou ça ne chauffe pas trop, ou ça chauffe un peu plus, enfin bref, selon on a plein de critères qui existent pour le compostage, hein, qui nous aident en fait à orienter ces processus-là, quoi, selon ce qu'on est trop pailleux ou pas assez, donc selon ce qu'on est aussi dans un monde qui va être trop favorisé avec les moisissures, donc du coup il faut y faire attention, est-ce que ça chauffe pas trop, parce que lui la chauffe va développer énormément les moisissures et les anaérobies derrière, c'est ça qu'il faut savoir, d'où la difficulté de faire des composts longs, hein, parce que les composts longs demandent une stratégie qui est plus douce, on va dire, de compostage, et demande vraiment du temps, hein, pour y arriver. C'est pour ça que les conseils qui sont aujourd'hui en compostage, même s'il y en a peu, hein, sont plutôt sur des composts courts, parce que c'est très compliqué de conseiller quelqu'un sur les compostages longs. On ne sait pas trop, quand on est dans la phase haut, c'est-à-dire 3-4 mois après le démarrage du compostage, cette phase-là est une phase délicate, on va dire, parce que c'est une phase où tout est possible. Hein, c'est comme dans ce que vous a montré Bernard dans une lactofermentation, hein, où on a ce caillé qui est formé, et si on prolonge dans le temps, le caillé peut se tenir, mais il peut aussi se détruire, hein, petit à petit, parce qu'il y a des populations microbiennes qui font que les anaérobies viennent et trop en masse, les lactiques ne sont pas assez présents, et du coup ça se dégrade. Donc on peut avoir la même chose dans le compost. Donc comment faire en sorte que tous les éléments qui sont devenus minéraux, c'est-à-dire le carbone, l'hydrogène, l'azote, l'oxygène, le soufre, ceux-là, dans cette phase eau, sont complètement indépendants. Donc du coup, on est dans une phase où ce compost-là est directement utilisable par la plante, parce que ce sont des éléments minéraux. Et donc si on va aller plus loin dans le phénomène de compostage, on va vers quelque chose où on va recomposer ensemble le carbone, l'hydrogène, l'azote, l'oxygène et le soufre. On les recompose, donc c'est ce qui se passe, c'est l'humification. C'est ce stade-là qui est difficile à comprendre, bien sûr, mais c'est ça qui va amener de la stabilité, effectivement, dans le phénomène de compostage, et de la stabilité dans le sol, et de nous amener une fumure qui soit sage,
en quelque sorte. Et il y a un point qui est très important à mon sens, qu'il faut comprendre, qu'il faut voir, qu'il faut saisir, qu'il faut imaginer. On est autant d'êtres humains sur la Terre qui sont tous différents les uns des autres. Et ça, c'est formidable. Hein, et on n'est pas tous pareils, ça c'est génial. Et bien dans le compost, ça va être la même chose. On a autant de chaînes carbonées possibles. Et ça c'est fabuleux parce que en fait, les combinaisons entre ces différents atomes, elles sont infinies en fait. Et là tu dis, ah, c'est ça aussi le terroir. C'est ça aussi qui va nous donner le goût. Hein, qui est un petit peu, on va dire, en plus de la microbiologie. Hein. La microbiologie est là pour nous aider à comprendre effectivement là où s'en va ce compost, hein, où s'en va ce légume ou ce lait. Mais le goût à travers ces différentes structurations de chaînes carbonées nous donne un éveil. C'est ça qui est extraordinaire. Donc du coup, quand il y a quelqu'un sur le marché qui me dit « Ah, vous haricots, ça me rappelle ma grand-mère », oui, c'est formidable. Quelqu'un qui n'était pas du tout favorable à l'agriculture biologique, qui te dit ça, qui est un ancien vétérinaire, je l'ai vécu hein, sur le marché, et qui est le sourire jusqu'aux lèvres, et forcément tu dis bah oui, c'est gagné en fait, c'est parce que je l'ai touché en fait, dans son histoire propre, mais qui rejoint un petit peu mon compost propre, entre guillemets, hein, dans le sens où il a cette particularité. Comme il avait le haricot de la particularité qui a donné le goût à cet homme en fait. C'est ça qui est fabuleux dans cette histoire. Tu l'as touché? Oui. On a bon courage. Ouais. Bon, à tout à l'heure alors. Elle va tout de suite, oui. Il part du marché. Il va à la traite? Oui, il va à la traite. Tu fais les deux à la fois, c'est impeccable. Alors. Capte bien. Alors voilà ça. Compost de bouse. Non. Bouse de corne. Bouse de corne. Rien à voir. Si la caméra pouvait sortir, ce serait formidable. Hein. Mais moi, ça sent bon. Tu vois, on voit encore la forme, quasiment la forme de la corne. Ici. Hein. Elle n'est pas... Celle-là, on la voit encore aussi. Elle devait être sans doute un peu plus grosse, j'imagine. Donc c'est une... Alors là, il est important de comprendre qu'on ne peut pas prendre n'importe quelle bouse. Elles ne sont pas toutes bonnes en fait à cette histoire. Il faut vraiment les choisir, c'est important en fait. Parce qu'il y a un réel processus qui se forme pendant tout l'hiver quand on met cette bouse dans une corne, qui fait que si on prend de la bouse qui est de mauvaise qualité, alors on aura quelque chose qui sera de mauvaise qualité aussi. C'est vraiment une clé capitale de comprendre ça. Sinon on va faire quelque chose qui ne va pas être bien. Hein? Donc ce sont des processus qui sont sérieux, des processus qui sont dignes de, de qualité, si on y met tous les moyens pour. Et c'est vraiment important, quoi. Et donc voilà, toutes les vaches qu'on voit ne sont pas toutes aptes à faire de la belle bouse de corne de ce style-là. Il y a vraiment une attention particulière. Même si dans un troupeau, globalement, ça va bien, au sein du troupeau, on choisit des vaches qui vont bien pour faire ça.
hein, et ça, il faut y faire attention. On a plein de critères qui nous aident à faire ces choix-là, qui sont importants, pour faire quelque chose qui tienne la route. Hein. Et après, c'est un cadeau, hein, c'est un vrai don du ciel, on pourrait dire. Hein. Quand je dis don du ciel, c'est pas, comment dire, c'est sérieux, dans le sens où cette bouse de corne, elle est enterrée tout l'hiver, c'est-à-dire à partir du mois de octobre jusqu'au mois d'avril. Hein, et elle a, on pourrait dire, l'influence de toutes les constellations stellaires de ce moment-là, du moment de l'hiver. Hein, et sa correspondante, parce qu'elle a une correspondante qui s'appelle, que beaucoup de gens connaissent, la Silice. Hein, la Silice, elle a, comment dire, elle a quelque chose de très fort parce qu'elle est très connue par beaucoup de monde. Hein, alors, y compris dans les technologies modernes, on y fait beaucoup attention parce qu'elle existe, elle est partout, hein, y compris dans la nouvelle fibre optique, elle est là. Et donc la Silice, elle est enterrée aussi, quand elle est réduite en poudre, dans une corne, mais pendant tout l'été. Et donc elle a toutes les autres correspondantes des constellations. Et là, ainsi, en ayant passé ces deux préparations, alors à ce moment-là, on fait le tour de l'ensemble du zodiaque. Hein. C'est pour ça que ça a une importance d'avoir toute l'influence en fait de ces constellations. Hein. L'une par la bouse de corne, l'autre par la Silice de corne. L'une ne va pas sans l'autre en fait. C'est vraiment important de piger ça, de comprendre ça. Hein. On a du mal à comprendre comment des constellations auraient un impact en fait, effectivement. Hein. Tout le monde sait que la Lune, c'est évident. Là maintenant, plus personne critique cette histoire, hein, qu'elle influe les marées, bref, qu'elle influe toutes nos cellules, on va dire humaines, animales, végétales, ça tout le monde maintenant l'adopte, il n'y a pas de problème. On sait aussi que les planètes ont une influence forte, hein, sur l'ouverture des bourgeons de pin par exemple, ou d'épicéas avec Saturne, mais les constellations aussi. Et c'est avec celle-là que ça nous permet de comprendre cette histoire. En fait, de comprendre, ou au moins de regarder. Hein, parce que comprendre, on a toujours du mal à comprendre. On est dans un monde où on veut tout décortiquer, tout savoir, et il y a des choses encore qui nous échappent, on pourrait dire. Mais en fait, nous, on est vraiment basé sur de l'observation. Hein. Donc, quand je t'ai fait sentir tout à l'heure, ça fait partie d'un point fort de l'observation. C'est vraiment ça. Je ne vais pas la goûter parce que ce serait de la gourmandise, hein, bien sûr, mais on est dans cette histoire en fait, hein, parce que ce sont nos sens qui nous sont donnés, sont très importants pour appréhender le réel. Et ça ne trompe pas, en fait. Et quand on va sur des fermes où ça pue la mort, ben ça pue la mort. Très simple. Et là, c'est pas la mort. C'est tout l'inverse. D'accord ? Il faut que ce soit clair, hein, que ces processus-là de vie, parce que c'est vraiment un processus de vie qui est mis en place là, c'est capital. Une fois qu'on va le voir tout à l'heure, quand on va le dynamiser, lui, il va effectivement emmener la vie avec elle. Voilà. Ok. Attention, allez. Bon, c'est simple, hein, je la, on va dire, dilue, hein, pour qu'elle soit bien homogénéisée. Ça, c'est très simple. Hop là. Avant de démarrer ce processus, il est ce que je viens de vous expliquer là, on a affaire à de la bouse et qui a été travaillée, on va dire, avec la terre pendant 6 mois. À nous maintenant, si on veut l'utiliser de manière efficiente pour nos végétaux, alors il faut qu'on la dilue. C'est le processus de dilution. Hein, c'est-à-dire que c'est peu, hein, j'ai mis la valeur d'une grosse poignée pour 1 hectare. Donc c'est très peu.
Hein, et là, on va mettre, sur cet hectare, on va mettre 50 litres d'eau. Donc là, il y a 200 litres à peu près, ça va nous faire 4 hectares ici. Donc ça veut dire 4 bonnes poignées de bouse pour 4 hectares. Et c'est important de comprendre ça en fait, parce que c'est à la fois un processus de dilution, hein, et un processus de dynamisation, ce qu'on va voir tout de suite. Et dans ce sens-là, c'est un petit peu comme de l'homéopathie, hein, on pourrait appeler ça comme ça, dans le sens où le fait de le diluer, en le dynamisant, alors on multiplie en fait sa capacité à faire en sorte que ce soit réintégrable sur 1 hectare, sinon c'est impossible. On peut pas, je peux pas matériellement, en fait c'est de la physique hein, en fait tout simplement, on peut pas mettre une bouse sur 1 hectare, c'est très compliqué. Mais en le dynamisant, on peut. Et là ça c'est formidable. Et au contraire, cela démultiplie sa force. Hein, c'est un petit peu un chou romanesco quand on le regarde, c'est formidable, c'est magique, c'est beau, tout simplement. Et tu regardes tout le chou, c'est extraordinaire. Tu regardes un bout du chou, il est tout aussi beau que le gros chou. Et après tu regardes un tout petit bout de ce même petit bout là, il est tout aussi beau. Et tu prends une loupe, tu prends un microscope et on y va jusqu'à l'infiniment petit, c'est la même forme qu'on observe, que ce tourbillon là, mais c'est magique, c'est beau de voir ça quoi. Et bien on fait la même chose ici, en fait, tout simplement. On démultiplie, c'est ça l'histoire. C'est très simple en fait, c'est vraiment de la physique. Je pense pas qu'il faut se prendre le chou avec cette histoire en fait, c'est pas métaphysique, c'est physique. Hein, c'est important de comprendre ça. Et on le fait dans les deux sens, vous allez le voir tout à l'heure, cette dynamisation on le fait dans les deux sens. Pour effectivement que, comment dire, comme c'est un anticyclone, eh ben c'est aussi une dépression. C'est dans les deux sens, tout le temps. On a ces mouvements-là. En fait, on répète tout ce qui se passe dans la nature, tout simplement, quoi. C'est pour ça que les végétaux, une fois qu'on va épandre cette dynamisation sur la terre, sur les végétaux, c'est là qu'ils vont... en fait, ça va rentrer un petit peu chez eux, comme si nous, on boit de l'eau directe, quoi. Et on la sent, cette eau, quand on la boit, on la sent descendre, hein. C'est aussi physique, on la sent descendre dans l'œsophage et envahir tout l'estomac. Et là, si on est concentré un petit peu, le bien que ça nous fait. Et bien sur les plantes, ça fait la même chose. C'est aussi simple que ça.
C'est celle-là qu'on va aider là-bas. On les voit bien, celle-là. Là. Ici. Oui. Là aussi, ils sont un petit peu trop fournis là. Hein. Et ça, c'est des salades là, tu vois, c'est une là, une là. Alors là, autant dire que c'est un peu séco ça. Oui. Là, un petit peu plus marron en dessous là, mais. Semi-direct de salade. C'est ça. Et Donc celles qui sont levées, en fait, là, moi j'ai besoin de les aider. Parce que là, elles sont fragiles, en fait. Peut-être on peut regarder comme il y a beaucoup là, ici. Ici, c'est encore frêle, hein, tu vois. On a... La racine, elle vient jusque là, quand même. C'est ça. Ah, mais c'est pas beaucoup, hein, quand même. Hein. On est ici, tu vois, de racine, là. 2 cm. Donc effectivement là elle a besoin d'aide en fait là. Et là, la bouse de corne elle va aider vraiment à ça, à l'enracinement. Ah, c'est cette vraiment voué pour ça quoi. Parce que là ici 2 cm, là on pourrait dire que c'est un petit peu frais mais c'est vraiment sec en fait. J'ai pas d'humidité de ma. J'ai rien en fait. Il faut qu'elle arrive à la trouver quoi. Et là le peu, en fait qu'on va lui donner, je sais pas, c'est à peine une rosée 200 litres hectares, hein. C'est vraiment pas une rosée, on est loin de ça quoi. Mais ça a largement la valeur d'une rosée parce qu'on va lui emmener toute la force qui va aller avec ça quoi. Et elle va le recevoir, les feuilles sont là donc effectivement ça va lui rentrer dedans. Comme l'eau, hein, pareil. Donc on va lui mettre ça. Hop là, youh. Pour argumenter ça, je vais vous présenter ce qui a été développé par Colisco. Donc ça, on retourne dans les années 30. Colisco, il faut savoir que c'est quelqu'un, enfin c'est un couple d'ailleurs, hein, me semble-t-il, c'est Lily et Eugénie Colisco, qui, avec Steiner, ont mis en place un laboratoire pour qualifier, on va dire, un aliment sain ou pas. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour voir aussi, hein, autre chose que le palais, pour se dire qu'est-ce qu'on peut mesurer et qu'est-ce qui est mesurable. Il se trouve que l'année passée, on a fait un test extraordinaire, hein, une expérimentation, sur les dates d'application des tisanes sur légumes. Parce qu'il me semble important, tout au moins dans tout le passé, avec le recul qu'on a aujourd'hui d'application de tisanes d'achillée, d'ortie, qu'on fait en plus des préparations, de faire attention aux dates d'application. Effectivement, Colisco, dans les années 30, préconisait, tout au moins pour le tournesol, que les conjonctions étaient plutôt favorables. Alors, conjonction, comment est-ce que je peux te montrer ça peut-être ? Alors,
juste pour vous faire comprendre, en fait, ça c'est, on va dire que ça c'est la Terre et que ça c'est la Lune, d'accord? Et que là c'est Vénus, d'accord? Et là donc du coup, on a une opposition en fait entre la Lune et Vénus. Et la conjonction, c'est l'inverse en fait, c'est quand la Lune elle va être du même côté que Vénus par rapport à la Terre. Ça c'est la conjonction. Et je trouve que Maria Thun nous dit, elle, dans ses essais qu'elle a fait, elle en a fait de nombreux aussi, hein, énormes, hein, c'est elle qui nous a mis en place le calendrier lunaire, qui nous a mis en éveil ces positions de trigone, et donc elle parle aussi des oppositions, des conjonctions, et elle ne savait pas trop, en fait, encore quoi elle était plus favorable ou non. Et il se trouve qu'on a fait sur oignon, échalote, donc on a appliqué 3 tisanes, une tisane d'ortie, donc l'ortie est liée à Mars. Donc une tisane d'ortie quand la Mars est en conjonction avec la Lune, et une autre tisane d'ortie quand elle est en opposition, sur une autre zone témoin. D'accord? La même chose pour l'Achillée millefeuille, l'Achillée millefeuille étant liée à Vénus, hein, donc une tisane mise en opposition, l'autre mise en conjonction. Et une autre avec l'Aigre moine, qui avait été conseillée un petit peu avec Bernard, parce que l'Aigre moine aurait une particularité de développer toute la flore lactique. C'est vrai qu'on l'a mesuré, hein, on a fait des mesures avec Bernard, notamment sur le compost, et il y a un effet hein, qui est indéniable. Donc il a voulu la tester, et donc en mettant l'Aigre moine en position par rapport à Jupiter. Donc pareil, une tisane en opposition et une autre en conjonction. Et donc on a ensuite fait nos cultures pour tout le monde pareil. Donc on avait une zone témoin, une zone conjonction et une zone opposition. Et à notre grande surprise, on a pesé. Et quand on a pesé sur oignon échalote, on a aussi, notamment pour les échalotes, compté le nombre de bulbilles. Parce qu'on n'avait pas le même nombre de bulbilles pour les autres, les zones les unes par rapport aux autres. On s'est dit, ça se voyait à l'œil nu, il a fallu compter. Et forcément, donc, un exemple, sur l'échalote longue notamment, on avait 400 bulbilles pour la zone témoin, hein, un petit peu moins pour la zone conjonction et 550 pour la zone opposition. Ce qui est quand même assez notoire. Et l'échalote ronde, qui est une autre variété, qui était cultivée chez nous aussi, et c'était quasiment du simple au double. Là, il y a quelque chose qui se passe. Alors que pour moi, en tant que paysan, le nombre de bulbilles est donné quasiment quand on la plante. C'est-à-dire que quand on coupe le bulbille, on peut être capable de compter le nombre de bulbilles qu'on va avoir au final. Eh bien non, que nenni. On peut les multiplier ou les enlever. Tu dis, ah oui, quand même. Et donc du coup, avoir un rendement pour 9 mètres carrés, hein, en ce qui concerne l'échalote longue, qui est de 8 kg de bulbilles en tout, et alors qu'on passe à 12 kg pour l'opposition. Tu dis, à ce point quand même, c'est quand même fort. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Donc ça c'est en termes de rendement, mais c'est aussi lié en termes de, de côté sanitaire, parce que il se trouve que ce printemps 2023 avait une période de mois de... si ma mémoire est bonne, je crois que c'est le mois d'avril, qui était pluvieux, fort pluvieux. Or, on avait un nombre de bulbilles qui était très important par l'eau, et puis l'échalote longue, elle est comme ça, hein, donc on a, effectivement, quand il pleut beaucoup, des risques de moisissure fortes. Effectivement, il y a eu, on sait combattre effectivement ces histoires-là, mais donc j'ai voulu mesurer au final combien on avait d'abîmés à la récolte. Et il se trouve qu'on avait beaucoup moins d'abîmés quand la Lune était en opposition, quand on appliquait les tisanes, que quand elle était en conjonction. On s'est dit, il y a encore là, sur le plan sanitaire, donc sur le plan microbiologie, un impact fort de l'application de ces tisanes, notamment par rapport à la date d'application, rien que cela. Tu dis, ah, jusque-là, ça va, quoi. Mais tu dis, mais jusqu'où on va aller dans ces histoires, quoi. Et on s'est dit, il faut qu'on aille plus loin, en fait, dans cette recherche pour comprendre l'histoire. Parce que Bernard nous a fait des analyses sur ces oignons-là. Et ce qu'on a vu dans le côté soit témoin, soit conjonction, peu de différence. Par contre, avec le côté opposition, on a vu un nombre de lactocoques qui a été multiplié, mais énorme. Et on s'est dit, oui, jusque-là, ça peut. Donc on peut le mesurer aussi. Donc on a bien l'impact. Et là, je le répète encore une fois, c'est ne serait-ce que par rapport à la date d'application de la tisane. Il faut bien se mettre ça. C'est les mêmes tisanes qui ont été appliquées, mais à des dates différentes. Donc il y a vraiment un impact qui est fort, qui est lié à notre environnement, mais qui est l'environnement de la Terre, hein, le positionnement des planètes vis-à-vis de la Terre. Donc c'est intéressant.
c'est dit, on va aller plus loin encore, on va essayer de mesurer autrement. Hein, c'est pour répondre à cette question par rapport à la microbiologie. Et on a mesuré avec des pas des cristallisations, mais des morphochromatographies. Hein, les morphochromatographies, donc ça c'est les recherches de Kolyszko sur des dires de Steiner, essayer, voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut utiliser. Et on a utilisé, donc il y a longtemps déjà, je vais vous montrer deux images pour que vous compreniez différentes images. Ça c'est une morphochromatographie d'un panais qui a été fait donc de mémoire, non c'est pas de mémoire parce que j'en ai pas, mais en 2007 celui-là. Là on voit que l'image elle est peu grande, on voit que l'image elle est fermée, c'est un rond, c'est un panais 2007, c'est un panais qui est dans une terre qui est comme ça. En fait, qui est toute serrée, rabougrie, hein, et il a du mal à s'exprimer en fait. Hein. On a affaire à quelque chose qui va aller sur de l'anaérobie, si on veut parler à la manière de Bernard. Hein. Et ça, c'est un compost de bouse fait en 2006. Compost de bouse, hein, c'est une des préparations qui nous a été donnée par Maria Thune, qui est pour, on va dire, qui est en correspondance boulangerie qui serait un levain pour la terre, hein, ni plus ni moins. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est un développement microbien qui est fort, hein, qui permet qu'un compost qui se fait à froid, qui se fait en 2 mois, donc c'est très rapide, hein, qui est uniquement de la bouse, il n'y a pas de paille du tout, et c'est une bouse où on met toutes les préparations du compost, donc toutes les plantes, donc l'aquilée, effectivement, on met aussi l'ortie dedans, que je vous ai cité tout à l'heure, le pissenlit, la valériane, la camomille, et puis le chêne. Hein, et donc c'est à fermenter donc en terre pendant 2 mois. Et on le ressort et on l'utilise, on le fait à la manière un petit peu de l'homéopathie, hein, et c'est dynamisé 20 minutes et c'est une poignée par hectare. Et voilà l'image que nous donne cette morphochromatographie par rapport au panais de tout à l'heure, hein, qui est tout fermé. Là on voit quelque chose un monde ouvert en fait, hein, qui respire. Hein, c'est un petit peu ça qu'on voit dans ces différentes choses-là. Et on voit ici au milieu un monde où c'est la minéralisation, donc c'est du compost. Donc c'est un petit peu fort ici, mais ça veut dire que c'est puissant pour les plantes, hein, ça veut dire que ça va réagir. Il sert, en fait pour bien comprendre, au sol à activer le monde de décomposition pour que tous les végétaux, tous les animaux qui seraient mal décomposés se redécomposent mieux. C'est à ça que sert cette phase-là, quoi. Hein. Voilà, c'est pour vous montrer à quoi sert ces morphochromatographie, parce que forcément, à compost de bouse, je ne vais pas le goûter, je ne vais pas le mettre dans ma bouche. Je ne vais pas avoir ce palais-là, alors que là, ça peut me dire. Hein, d'où est-ce que j'en suis. Donc on a fait la même chose avec les oignons. Et là, c'est intéressant de voir là, donc là c'est l'oignon témoin. Hein, donc là on retrouve effectivement cette notion d'un oignon fermé, encore pas comme avec le panais un petit peu. Hein. Ce qui est intéressant, hein, ici, c'est donc le même oignon, mais dans la phase conjonction. Donc on voit cette même zone un petit peu fermée, on voit que l'oignon est l'image est un petit peu plus grande que la zone témoin, donc il y a bien un impact, et on voit différentes zones aussi, hein, 1, 2, 3, on a quasiment 4 zones, alors que là on n'a que 3 zones. Et là ici, on a le même oignon, mais dans la phase opposition. Hein, vous voyez bien la différence effectivement d'ouverture. On n'a plus du tout cette zone de fermée, on a quelque chose qui est expansible. Hein, et donc là, dans le goût qui a été donné par tous les gens, on a quelque chose qui est frais, qui est vert, donc qui est goûteux en fait, qui est très agréable en palais. Vous voyez un petit peu où ça nous redonne, et donc du coup sur la chose de Berthel, lui nous dit qu'il n'y a plus de lactocoque forcément, mais là quelque chose où on mesure, où il y a de la respiration qui fait de l'inspiration, de l'expiration. C'est un petit peu ça qu'on mesure effectivement avec ces morphochromatographies qui nous donnent c'est un terme, c'est quelque chose qui est sensible, hein, dans cette analyse, mais on voit à l'œil nu effectivement qu'on a autre chose qui nous donne un élément de vitalité. Hein. De la même manière qu'on a vu tout à l'heure la vitalité du compost de bouse, hein, par rapport à ce panais, forcément on n'a pas du tout les mêmes images. Donc c'est un petit peu ça que nous donnent ces morphochromatographies. D'autres analyses qui nous permettent en fait de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un aliment sain, qu'est-ce que c'est qu'un aliment qui va nous donner dans notre corps même, à nous, hein, cette notion de l'haricot qui me rappelle celui de la grand-mère, ou d'une personne qui m'a dit, j'ai une fille, moi, elle est handicapée, elle n'arrive pas, elle n'a pas les goûts, elle sait pas, mais quand elle mange de vos légumes, ça la ravit.
et ça, elle ne sait pas d'où ça vient en fait, parce qu'elle n'a pas le goût en tête. Mais c'est un petit peu ça qu'on va mesurer. Hein, c'est ce terme de ravissement en fait qui peut, on pourrait aller même jusqu'à dire ce ravissement qui nous donne de la joie un petit peu quelque part. Hein. Nous, on est content de manger, hein, on est content, on va dire, de boire un verre aussi. C'est la même chose en fait. On se dit, ah, ça nous fait du bien. Ça, c'est ce sentiment-là en fait qu'on peut mesurer avec ces morphochromatographies, hein, qui vont un petit peu au-delà, hein, de ce qu'on peut appeler la microbiologie. Donc lui, ce sont des chiffres qui nous donnent effectivement une dose de ce qui est sain ou pas sain, mais qu'est-ce qui peut nous donner le sens pour nous en tant qu'être humain de vital en fait quelque part, tu vois, qui va au-delà de cette histoire qui se rapproche de notre sphère à nous, hein, en tant qu'être humain. Là, c'est passage pour la cicatrisation après l'effeuillage. Et Tu peux le redire? passage de tisane de calendula. Dynamisé quoi. On vient d'effeuiller les tomates. Et donc voilà, c'est pour aider les plants de tomates à cicatriser. Ok. Là, voilà, ça c'est bien, ça fait dégueu. Moi je vais faire c'est juste à droite là. C'est de l'échalote, alors c'est intéressant parce que c'est l'échalote témoin de l'année dernière, oui. L'échalote conjonction de l'année dernière et là-bas l'échalote opposition de l'année dernière qu'on a replanté. Ah oui. Tu vois? Oui. On a repris les témoins, on s'est dit on va replanter puis on va voir qu'est-ce qui se passe. Et donc là déjà, à vue de nez comme ça, tu dis oh, l'opposition qui est au fond là, elle est déjà mieux partie que celle-ci, que la témoin ou que la conjonction. C'est ça, l'opposition, et c'est parti. Et oui, les deux qui sont là, c'est l'opposition quoi. Ouais, l'autre là-bas est là aussi. Ouais. Il faudra mesurer, peser, il faudra regarder, mais il y a de fortes chances que encore là, sur la succession de la plante, on ait un impact qui est resté fort. Quoi. Ça c'est intéressant. Ouais, effectivement, on les voit. Oui, déjà comme ça à l'œil nu. Ouais. Et là, quand tu vois ça, c'est ce qui s'est passé l'année dernière, donc on a regardé ça à l'œil nu quand tu ramasses, tu vois, ouais. Tu vois déjà une différence. Il faut qu'on mesure, qu'on pèse, qu'on compte. Et là, je pense que ça va être intéressant de compter aussi. Ouais. On lui fera exactement les mêmes soins, on va tous, pour pas leurrer l'histoire, quoi, quand même. Ouais. Mais voilà, je pense que c'est pas mal.
Donc on est bien là dans ces plantes qui, selon les positionnements de la Lune aux différentes planètes, et comme je vous le disais tout à l'heure, le monde des humains est très différent, le monde du compost aussi, et le monde planétaire aussi, en fait. Parce qu'il y a un nombre incalculable de positionnements possibles, mais de millénaire en millénaire, des différentes planètes qui tournent autour des différentes, enfin, dans ce système des différentes constellations. Et là, c'est infini en fait le nombre de positions. Donc on n'aura jamais la même position. C'est ça qui est formidable. Comme on n'aura jamais le même être humain et comme on n'aura jamais le même compost parce que les chaînes carbonées sont toutes différentes. Et les plantes aussi dans ce système-là vont croître forcément avec des formes différentes. C'est ça qu'on peut voir, qu'on a du mal à imaginer, mais qu'on peut voir de manière différente et qui nous donne à la fois ces arômes, quand on cultive des légumes, qui sont aussi différents d'une année à l'autre, bien sûr, parce qu'ils ont repoussé dans des terres différentes, mais aussi sous un climat différent, et qui nous donnent des sensations à notre goût, à notre comportement aussi, nous, différents. Et c'est dans ce sens-là, en fait, qu'on arrive effectivement à comprendre, à percevoir bien que le monde qui environne la Terre, il est là, il fonctionne, et si on y fait un petit peu attention, eh bien, l'opposition c'est ça, on est juste là, dans une balance. Et quand on peut percevoir ça en tant qu'être humain, eh bien oui, on bouge, la Terre bouge, et si on est un minimum attentif, eh bien on sent ce positionnement-là. Donc forcément, la graine, elle, ou la plante, elle est aussi comme ça, elle est un petit peu... elle a que ça à faire, en fait, à recevoir les influences des différentes planètes qui tournent autour de cette Terre. C'est un petit peu ça qu'il faut comprendre dans son développement, qui nous est si cher à nous, bien sûr en tant qu'être humain, parce que nous, on a du mal à sentir ça, mais la plante, elle est vraiment dans cette phase-là, dans ce mouvement-là planétaire. Alors que nous, on a du mal à se concentrer dans cette histoire. Parce que notre vie, elle est faite, on est très animé, on va dire, dans nos corps. Donc on bouge, on se déplace. Et de rester là, c'est quelque chose qui est difficile pour nous, bien sûr. On est doué d'autres choses. Mais sachons qu'effectivement, quand on ingère des plantes, quand on ingère des aliments, quand on ingère des légumes, forcément, eux, nous donnent cette force-là, cette vitalité-là. Ce qu'on recherche dans des aliments qu'on peut qualifier sains pour notre organisme vivant. Alors, pour se passer de l'élevage, pour faire une agriculture paysanne, c'est compliqué aujourd'hui. Pour une raison, pour plusieurs raisons, mais il y a forcément des terres qui ne peuvent rester qu'en pâture. Donc forcément, ces terres-là, si elles sont pâturées par les animaux, on a ici quelque chose de formidable qui ne coûte rien à personne et qui fait que ça fonctionne. La deuxième chose, c'est que pour faire une agriculture durable, sans intrants, on voit bien que l'élevage apparaît, lui, un formidable ferment, en fait, pour nos cultures. C'est ça qu'il faut voir, en fait. C'est du donnant-donnant, tout simplement. C'est-à-dire que ça permet d'avoir une meilleure autonomie. Je vois beaucoup de collègues maraîchers qui n'ont que du maraîchage, donc du coup, l'intrant, il faut bien qu'ils l'amènent de quelque part. Et ça, comment on fait, quoi? Et l'élevage nous permet vraiment de mettre en lien entre la terre et les plantes cultivées une aide qui permet de faire la jonction entre l'azote et l'oxygène, pour faire court. En fait, pour vraiment nous permettre, à nous en tant qu'être humain, d'avoir un développement qui soit sur son ensemble harmonieux. Vraiment. On a besoin aussi, nous en tant que nourriture, je pense, de l'ensemble des règnes. Ça paraît évident, depuis les tout temps. Allez, bonne pâture.
Alors, je peux dire que je me suis senti seul si, en fait, dans des moments où tu te regardes et on se sent perdu, en fait, quand on est seul. C'est ça, l'histoire. Et en fait, si tu relèves la tête, eh bien, là, il se passe quelque chose de formidable. C'est que il y a tout le monde aux alentours qui est avec nous, en fait. Et c'est ça qui est magique. Et dans l'homme, en fait, on a quelque chose ici qui s'appelle le plexus solaire, qui lui, là, c'est comme son nom l'indique, il a un plexus solaire, quoi. Alors si on n'est pas connecté au soleil, moi j'y peux rien. Mais vraiment, en fait, on vit avec le soleil, on vit avec ce mouvement. Hein, on se lève le matin, on se couche le soir. On est forcément... Tu es d'accord que Frédéric vienne en stage? Oui, yes. Yes. Oui, tu dis salut. Hein. Oui, salut, à bientôt. Donc forcément, on est reliés. Inévitablement, et donc il suffit juste de lever la tête et là, oh, on dit bien c'est moi, on dit pas c'est moi, hein. Parce que là on dit si on dit c'est moi, on est fou, mais si on dit c'est moi, là oui on a trouvé notre centre. C'est là en fait qu'on est, et si on est là, et si on est centré, ça veut dire qu'on est présent sur Terre. Et le fait d'être présent sur Terre, eh bien oui, on suit effectivement ce mouvement solaire, on suit ce mouvement de lune, etc., de toutes les planètes qui nous environnent, et là c'est un monde merveilleux en fait qui s'ouvre devant nous. Voilà ce que je peux dire, et donc je suis heureux d'être là, présent avec vous aujourd'hui.